Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Donald Trump est en Chine et il promet un avenir fabuleux aux relations entre Pékin et Washington. Pour l'instant, elles sont surtout tendues derrière les sourires affichés. Le commerce, l'Iran et Taïwan, dont il n'aura pas fallu attendre longtemps pour entendre parler. Le président Xi a affirmé que la Chine et les États-Unis pourraient entrer, je cite, en conflit si Washington, je cite toujours, gérait mal la question de Taïwan. Un mort, plus de 20 blessés, attaque d'ampleur contre Kiev ce matin à l'aube. Les frappes russes sont reprises après la très courte trêve autour des célébrations du 9 mai côté russe. Et puis près de 400 personnes tuées au Liban depuis le cessez-le-feu conclu entre Beyrouth et Israël, trêve non reconnue par le Hezbollah. Les négociateurs israéliens et libanais se retrouvent aujourd'hui à Washington pour de nouvelles négociations dont l'issue est donc très incertaine. Et j'évoquais à l'instant le voyage, la visite d'État du président Trump en Chine. C'est en Chine que Parlons-en pose ses bagages aujourd'hui. Alors pas à Pékin où se trouve le président américain, mais à Hong Kong, ancienne colonie britannique, rétrocédée il y a presque 30 ans à la Chine. Un territoire qui aurait dû jouir d'un statut privilégié au sein de la République populaire jusqu'au milieu du siècle. Mais voilà que Pékin en a décidé autrement. Petit à petit, l'exception démocratique hongkongaise a été rognée à tel point que tenter d'en faire le récit peut vous coûter la prison. Hong Kong, un pays, un système. Question posée à Antoine Védéier et Thibaut Brutin aujourd'hui, mes invités. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Antoine Védéier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grand reporter, réalisateur indépendant, ancien correspondant de France 24 en Chine, prix Albert Londres, réalisateur du film Hong Kong ne répond plus, qui sera diffusé ce dimanche à 21h05 sur France 5 et qui est visible à partir de demain sur le site de France Télévisions. Merci d'être là ce matin pour en parler. Avec nous aussi Thibaut Brutin. Bonjour Thibaut. Vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Il se trouve que vous connaissez bien Hong Kong. Vous y étiez il y a une petite dizaine d'années, vous nous raconterez tout à l'heure. Hong Kong, petit territoire de 1115 km², c'est 10 fois Paris, mais c'est minuscule par rapport à la taille de la Chine continentale. Hong Kong qui a longtemps été un îlot de démocratie, une exception, mais ça c'était avant 2020 et la mise au pas forcée de Hong Kong par Pékin. Et c'est ça que vous racontez, Antoine, dans votre film dont on va découvrir la bande-annonce tout de suite. Inédit sur France Télévisions. La police de la sécurité nationale a émis un mandat d'arrêt contre moi. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Comment la Chine a réduit Hong Kong au silence. Aujourd'hui, le gouvernement affirme que Hong Kong n'a jamais été une colonie. Tout ce qui dérange est subversif, en particulier la liberté d'expression. Hong Kong est en train de devenir un État totalitaire car la dissidence politique n'y est plus tolérée. Hong Kong ne répond plus. Un documentaire suivi d'un débat présenté par Aurélie Casse. Dimanche prochain à 21h05 sur France.tv et sur France 5. Voilà, il se trouve que c'est une histoire que les autorités chinoises, Antoine Védéier, auraient préféré qu'on ne raconte pas. Il vous a valu ce film d'être expulsé à l'occasion de votre arrivée à Hong Kong en novembre de l'an dernier. Racontez-nous. Oui, en arrivant à Hong Kong de façon tout à fait normale, comme j'avais l'habitude de le faire depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je me rends à Hong Kong. Au moment du contrôle des passeports et du passage de l'immigration, j'ai donné mon passeport. L'agent m'a regardé bizarrement. J'ai compris qu'il y avait un problème. Et j'ai été, à partir de là, emmené par des agents de l'immigration et détenu pendant un petit peu plus de 3 heures, interrogé, fouillé et expulsé, remis dans le même avion qui m'avait amené de Paris. Retour à Paris sans passer par la case départ. À l'occasion de la réalisation de ce film, vous avez été menacé. Les intervenants qui l'on découvre dans le film ont été menacés. France Télévisions a été menacée aussi. Tout le monde a été menacé. Ce sont les méthodes de la Chine et donc désormais des autorités hongkongaises qui ne voulaient pas effectivement que ce film se fasse. Le jour de mon arrivée, de mon retour à Paris, quelques heures seulement après mon retour
retour, France Télévisions a reçu un mail de menace d'une personne se présentant comme un téléspectateur amoureux des relations entre la France et la Chine et qui demandait la déprogrammation immédiate du documentaire que nous n'avions donc pas commencé à tourner et menaçant les intérêts de France Télévisions en Chine, me menaçant personnellement de poursuites, y compris en France. Voilà, tout a été fait par les autorités pour nous empêcher de réaliser ce film. Il se trouve que ce film est une infraction en soi à la loi sur la sécurité nationale adoptée en 2020 à Hong Kong. On va y revenir dans un instant, Thibaut Brutin, avant d'arriver dans le vif du sujet. Ce qu'a vécu Antoine, cette expulsion de Hong Kong, en tout cas cette interdiction d'entrer sur le territoire, ce n'est pas le seul journaliste étranger. On parlera bien sûr du cas des journalistes hongkongais dans un instant, mais ce n'est pas le seul à avoir subi ce tel sort. Non, malheureusement, ils sont des dizaines à connaître cette situation. C'est monnaie courante. Et il y a une instrumentalisation, généralement d'ailleurs à travers le monde, des visas pour les journalistes, des conditions d'accès à des territoires. Beaucoup de journalistes qui travaillent à Hong Kong et qui ne peuvent plus rentrer sur le territoire n'en parlent pas trop, parce qu'ils caressent l'idée de pouvoir à nouveau franchir la frontière. Nous avons, à Reporters sans frontières, eu une collègue au printemps 2024 qui a été elle-même aussi arrêtée, puis expulsée. Ça en dit long, en fait, sur le caractère huis clos, je dirais, de ce qui se joue à Hong Kong. Qu'est-ce qui gêne Pékin ? Qu'est-ce que les autorités chinoises ne voulaient pas que vous racontiez ou pensaient que vous alliez raconter, Antoine, et qu'il ne leur convenait pas avant même que vous ayez commencé à tourner? Mais c'est une très bonne question parce que ce film que j'ai fait n'est pas une enquête. Il n'y a pas de révélation sur les arcanes du Parti communiste chinois, sur Xi Jinping, sur le gouvernement hongkongais. C'est un état des lieux de ce qui est devenu Hong Kong. Mais ça suffit à gêner Pékin. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on raconte tout simplement qu'Hong Kong n'est plus ce que vous disiez en introduction, cette exception démocratique, et que Hong Kong n'est plus Hong Kong, et que c'est le titre du documentaire, qu'Hong Kong ne répond plus, et que cette exception hongkongaise, c'est cette ville qui était un îlot de liberté dans la Chine communiste et totalitaire, où on avait le droit de manifester, où on avait le droit d'exprimer ses opinions, où on avait accès à une presse libre, n'existe plus. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire ce que vous faites dans votre film, Antoine, un retour en arrière. Hong Kong, gagné d'une certaine façon par les Britanniques lors d'une des guerres de l'opium, qui à l'époque ont gagné une espèce de bail, qui prend fin en juillet 1997, lorsque le Royaume-Uni rétrocède Hong Kong à Pékin. Des images qui ont fait l'histoire sous la pluie, avec un très jeune Charles III à l'époque. On va regarder un extrait du film. Juste avant mon départ, j'ai fait une visite dans un hôpital psychiatrique. Un homme m'a interpellé. Gouverneur Patton, diriez-vous que la Grande-Bretagne a été la première grande démocratie parlementaire, la première société libre? J'ai répondu, je ne suis pas prétentieux, mais c'est ce qui se dit, oui. Puis il m'a demandé si la Chine était la dernière grande tyrannie communiste. J'ai dit que je ne l'exprimerais pas ainsi, mais que je comprenais son point de vue. Alors il m'a posé cette question: comment l'une des plus grandes démocraties du monde peut-elle céder une société libre à un régime communiste sans consulter sa population? Et lorsque je suis reparti, j'ai dit à mon secrétaire: c'est extraordinaire. L'homme qui pose la question la plus importante à Hong Kong est dans un hôpital psychiatrique. Lorsqu'il quitte ses fonctions, Chris Patton part avec l'espoir que la Chine tiendra ses promesses et que le statut spécial de Hong Kong sera comme prévu préservé pendant 50 ans, jusqu'en 2047. Nous pensions que nous pouvions leur faire confiance et qu'ils tiendraient parole, puisqu'ils avaient accepté le principe d'un pays, deux systèmes, dans un traité qu'ils avaient eux-mêmes tenu à faire enregistrer devant les Nations Unies. Au cours des premières années qui ont suivi notre départ de Hong Kong, les Chinois ne se sont pas trop mal comportés. Tout se passait bien jusqu'à ce que la Chine commence à ne pas honorer ses engagements. Et nous savons désormais une chose, c'est que les Chinois ne tiennent pas leurs promesses.
Voilà, l'homme qui parle, c'est donc Chris Patten, dernier gouverneur britannique de Pékin. Lors de la rétrocession, il était convenu que Hong Kong devait conserver son statut pendant 50 ans, jusqu'en 2047, le fameux un pays, deux systèmes, d'où la question volontairement provocatrice que pose cette émission. Ce que ça veut dire, c'est que Hong Kong devait jouir d'une certaine autonomie et donc, à ce titre, faire respecter une forme de pluralisme, y compris dans le droit de la presse, on y reviendra. Il parle, on a comme un sentiment de trahison dans les mots de Chris Patten. Est-ce qu'à ce moment-là, les Britanniques y croient ? Mais très sincèrement, oui. En tout cas, lui, il dit on y croyait. Et c'est ce qu'il dit parce qu'on a fait enregistrer un traité devant les Nations Unies. Il me racontait même, quand on s'est vu, il disait ils ont négocié chaque virgule, chaque parenthèse, chaque retour à la ligne. On s'est dit pourquoi est-ce que s'il déploie autant d'efforts à rédiger ce traité, cette déclaration, d'ailleurs c'est une déclaration, les Chinois font très attention aux mots, et c'est aussi pour ça qu'ils se permettent de revenir dessus, c'était la déclaration conjointe sino-britannique. Il s'est dit, mais si on a fait tout ce bazar autour de cette déclaration, c'est a priori pas pour qu'ils reviennent dessus quelques années plus tard, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils n'ont pas péché par naïveté, les Britanniques, à ce moment-là ? Probablement. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'ils s'en mordent les doigts. Et il est très touchant de voir d'ailleurs un grand nombre de personnalités qui ont compté dans le Hong Kong des années 90 aujourd'hui être sans détour au soutien des Hongkongais, des activistes, des journalistes. Je crois qu'il y a une sorte de culpabilité chez eux. En tout cas, ça m'a frappé à chaque fois que j'en ai rencontré. Mais c'est vrai que la normalisation, elle est en marche, à marche forcée. 2047, cet horizon est un horizon qui va être atteint de façon anticipée. Si vous regardez le classement mondial de la liberté de la presse de RSF, le pays était dans les 20 premiers en 2002. Désormais, on est à la 140. 5 ans après la rétrocession. Maintenant, on est à la 140e position. Derrière la Libye. Et la Chine continentale est en 178e position. Donc à ce train-là, on y sera bientôt. Et c'est vrai que les derniers espaces qui étaient des espaces de liberté, et saluons le travail de Hong Kong Free Press et d'autres titres qui continuent à se battre, ce travail est de plus en plus difficile. C'est une sorte d'asphyxie. Et oui, le statu quo donc était censé durer pendant 50 ans. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il était prévu pour après 2047? C'était prévu, c'était pas. On ne sait pas, c'était pas prévu. Voilà. Et d'ailleurs, Xi Jinping a dit quand même lors d'une de ses récentes visites à Hong Kong que le statut n'avait pas de date de péremption et que ça pourrait durer plus longtemps. Donc les choses se sont, comme le disait Thibaut Brutin à l'instant, accélérées en à peine 20 ans. Et ce que vous montrez dans le documentaire, d'une certaine façon, c'est que, en dépit de ce que disaient les Chinois à la fin des années 90, dès la rétrocession, il y a eu deux espèces de mouvements contraires. Pékin qui progressivement tente de faire passer Hong Kong sous son giron, et puis l'émergence d'une jeune génération de Hongkongais qui ne sont ni britanniques ni chinois, qui sont hongkongais et dont Joshua Wong, dont on va voir les images, est l'incarnation, des jeunes hongkongais qui voulaient prendre en main leur destin et qui pensaient qu'il y avait là un moment, une carte à jouer. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont ces jeunes qui ont mené les cortèges des manifestations en 2014 et en 2019. Et ce sont des jeunes, en fait, qui ont grandi dans un Hong Kong qui jouissait de ce statut spécial. Et c'est ce que dit l'une des intervenantes du documentaire. Elle dit qu'elle a grandi dans un système éducatif où ils étaient libres de penser par eux-mêmes, libres de débattre. Il y avait une vraie liberté académique à Hong Kong qu'il n'y a plus non plus aujourd'hui. Et donc ces jeunes se sont battus parce qu'on leur a enlevé quelque chose qu'ils connaissaient. Je fais un parallèle avec d'autres manifestations. On voit aujourd'hui la génération Z qui s'est levée au Népal, à Madagascar, parce qu'on leur a enlevé des choses qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, on ne voit pas de manifestations en Chine continentale parce que les Chinois ne connaissent pas cette liberté. Et c'est ce que les Hongkongais connaissaient. C'est pour ça qu'ils se sont battus, parce qu'on leur a enlevé. Oui, l'expérience des Hongkongaises est sensiblement différente. On voit derrière vous des images d'archives, Antoine, du mouvement qu'on a appelé le mouvement des parapluies, en fait, depuis le début des années 2010 jusqu'à 2020, année Covid, qui a mis un terme à tout ça. Il y a eu plusieurs vagues de manifestations. Vous étiez, Thibaut Brutin, en Chine en 2014. Vous avez rencontré certains de ces leaders pro-démocratie. Quel souvenir vous en gardez ? Un souvenir d'un moment suspendu, en fait. Si vous êtes à Hong Kong, il y a des grandes avenues qui mènent à des sortes d'autoroutes qui mènent aux institutions politiques, notamment au Legislative Council. Et là, il y avait un silence
absolue, puisque tout avait été en quelque sorte piétonnisé de facto, puisque vous aviez des centaines de milliers de manifestants qui, pour certains, dormaient sur place. Il y avait une sorte de caractère complètement pacifique à cette manifestation, qui était une manifestation continue, soutenue, avec une organisation du ravitaillement, avec un tri sélectif. Moi, j'avais jamais vu ça. Et la leçon de démocratie que j'ai pris ces jours-là, quand j'étais à Hong Kong, c'était quelque chose de tout à fait bouleversant. Il faut se dire que c'est comme si vous perdiez la vue. Ce moment où la démocratie disparaît. Et malheureusement, dans le travail que je fais, je suis très souvent confronté à des journalistes, à des représentants de la société civile, à des citoyens qui nous expliquent à quel point ils voient le glissement rapide où ce qui était permis hier n'est plus permis aujourd'hui. Et je crois que c'est un sursaut pour Taïwan qu'il faut appeler quand on voit ce qui se passe à Hong Kong et pour tous les autres territoires qui aujourd'hui sont sous pression avec un voisin qui cherche à imposer son droit. Et tant qu'on n'en a pas fait l'expérience et qu'on vit dans une société où il semble que c'est acquis, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire. Nous sommes à bien des égards, tous, des enfants gâtés des libertés publiques. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que cela signifie et comment, et je vais tresser un éloge quand même de ce documentaire, on n'a pas dit à quel point il montre cette politique des petits pas. Alors évidemment, il y a des moments qui sont des moments spectaculaires, que ce soit des mouvements de soulèvement public ou des moments de répression, mais l'immense majorité de ce qui se trame à Hong Kong, c'est quelque chose qui se tisse au quotidien, où petit à petit, l'étau se resserre. Et l'éducation, la presse, la possibilité de se rassembler, de manifester, de s'associer, tout ça est mis en péril par un pouvoir de Pékin qui utilise d'ailleurs les atours parfois du droit. J'en veux pour preuve cette loi sur la sécurité nationale de 2020 qui invente quatre accusations potentielles, qui sont des accusations dont un régime démocratique normal ferait un usage modéré. On voit qu'à Hong Kong, ça a servi pour s'attaquer à des étudiants. Ça n'a aucun sens. Cette loi sur la sécurité nationale, donc adoptée en 2020, elle arrive à un moment après la dernière vague de contestation 2019 qui s'est terminée par une certaine radicalisation d'une partie de la rue. Et là, Pékin a trouvé le meilleur des prétextes pour mettre un terme à tout ça, imposer cette loi, plus il y a eu la période Covid. Et après, c'était fini. Voilà, ce n'est pas la loi qui a mis fin aux manifestations, c'est vraiment le Covid, parce que confinement évidemment généralisé, et donc ça a mis fin aux manifestations qui ont duré en 2019, mais qui se poursuivaient début 2020. Sachant qu'en Chine, les restrictions anti-Covid ont été parmi les plus drastiques. Voilà. Et ensuite, quand la loi sur la sécurité nationale est arrivée et que les restrictions du Covid ont été levées, les gens sont descendus une fois dans la rue, mais ça a été très vite. Ils ont compris que Pékin ne laisserait évidemment plus faire. Il y a eu des peines de condamnation dès le début, d'énormes vagues d'arrestations dans les milieux pro-démocratie, et Pékin a sifflé la fin de la partie. Parce que les images que l'on voit derrière vous, Antoine, sont très impressionnantes. En 2019, une de vos intervenantes rappelle qu'il y a 2 millions de personnes dans la rue. À Hong Kong, il y a 7 millions d'habitants. Ça veut dire un habitant sur 3. Donc c'est énorme. Mais c'est du jamais vu. Et puis, c'est ce que disait Thibault, c'était des manifestations pacifiques. Alors ensuite, une partie du mouvement, une petite frange du mouvement s'est radicalisée, et c'est ce qui a permis de décrédibiliser l'ensemble du mouvement. Mais oui, c'était tous les Hongkongais descendaient dans la rue parce que ils étaient inquiets du recul des libertés, et ils savaient que c'était l'avenir de la ville qui était en train de se jouer. Et en préparant le documentaire, je me suis replongé dans mes archives personnelles, notamment des tournages que j'avais fait à l'époque pour France 24, et c'était incroyable d'entendre aujourd'hui, en 2025 ou 2026, à quel point les Hongkongais anticipaient ce qui était en train de se passer, se sentaient abandonnés, ils savaient ce qui allait se passer, et ils me disaient en 2019, on manifeste aujourd'hui, on est si nombreux parce que demain, on sera peut-être plus capable de le faire. Et c'est notamment ce que vous raconte, on l'a perçu à l'instant au micro, Joshua Wong, qui est l'un des visages de ce mouvement pro-démocratie à Pékin, qui a commencé à se mobiliser, il avait 15 ans, je crois, qui a subi depuis nombre peines de prison. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas il est toujours en prison, bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte de ce Hong Kong-là, Joshua Wong ? C'est lui là, de dos.
Il avait tout anticipé. Il nous dit là lors d'une interview en 2019. Celle-là, juste là. Exactement. Voilà, les autorités m'empêchent de me présenter aux élections, mais même si je dois finir en prison, je continuerai à me battre. C'est ce qu'il s'est passé. Dans une autre interview, pareil, je l'avais rencontré quelques années plus tôt. Il s'inquiétait de voir des librairies fermées à Hong Kong et des descentes de police dans les librairies. Il disait mais à quoi va ressembler Hong Kong si on ferme des librairies et qu'il y a des livres qu'on ne peut plus vendre? C'est le cas aujourd'hui à Hong Kong. On va raconter l'histoire de cette bande dessinée qui a été interdite par les autorités de Hong Kong, qui raconte la lutte entre des moutons et des loups. Voilà. Pour les enfants, interdit. Interdit, et surtout les personnes, les auteurs de cette bande dessinée, des orthophonistes, ont été condamnés à 18 mois de prison. Joshua Wong, donc, qui est en prison avec nombre de militants pro-démocratie. L'autre visage de ce documentaire et de cette histoire hongkongaise, alors c'est pas la même génération. Il s'appelle Jimmy Lai, le fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, qui a été condamné il y a quelques semaines à 20 ans de prison pour sédition, au titre donc de cette loi sur la sécurité nationale, sachant qu'il a 78 ans. Jimmy Lai, on va regarder un autre extrait du film. Fondé en 1995, Apple Daily est le projet d'un entrepreneur milliardaire, Jimmy Lai. Né en Chine continentale, il a fui le régime communiste lorsqu'il était enfant pour trouver refuge à Hong Kong. Il y a fait fortune grâce à une marque de prêt-à-porter qu'il a créée. Farouche opposant au pouvoir chinois et ennemi juré des autorités à Pékin, il avait annoncé le lancement de son journal avec ce spot publicitaire, aux accents provocateurs. An apple a day keeps the lies away. En août 2020, au nom de la loi sur la sécurité nationale, plus de 200 policiers envahissent le siège d'Apple Daily. Pendant des heures, ils saisissent archives et ordinateurs. Les rédacteurs en chef sont arrêtés. Et Jimmy Lai, menotté, est exhibé comme un trophée au cœur de sa rédaction. En tant que journaliste à Apple Daily, voir votre patron ou vos rédacteurs en chef menottés et arrêtés par la police dans des locaux qui vous sont très familiers, où vous allez travailler tous les jours, c'est très choquant. En tant que journaliste, vous commencez à vous demander ce qui va se passer ensuite. Allons-nous bientôt fermer le journal? Et ensuite, que se passera-t-il? Les chefs de service, les journalistes, les reporters vont-ils être arrêtés? Nos anciens reportages vont-ils être utilisés pour accuser M. Lai ou d'autres personnes qui seront arrêtées et poursuivies par la justice? Après un an de procédure, Apple Daily cesse de paraître. Quelques mois plus tard, un autre journal indépendant disparaît à son tour. Ses rédacteurs en chef sont jetés en prison. À Hong Kong, en 6 ans, plus de 1000 journalistes ont perdu leur emploi. Une trentaine a été poursuivie par la justice. Une trentaine poursuivis, dont Jimmy Lai. Vous l'aviez rencontré, Thibaut Brutin, Jimmy Lai, Oui, quand j'étais venu à Hong Kong, on m'avait dit « Rencontre Jimmy Lai, c'est la figure de la liberté de la presse ». Je suis allé dans son manoir à The Peak, qui est sur les hauteurs de Hong Kong, il n'était pas là. Je suis allé à Next Digital, le siège de Apple Daily, il n'était pas là. J'ai appelé tous ses amis, tous ses hommes d'affaires, tous ses lieutenants, personne ne savait où il était. Et puis un jour, en discutant avec un activiste pro-démocratie célèbre, il m'amène vers la fenêtre de son bureau et me dit « Regarde, Jimmy, il est là ». Et Jimmy Lai était dans une tente
parmi les manifestants d'Occupy Central. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit mais Jimmy, vous êtes là, je m'attendais à vous trouver ailleurs. Et il me dit moi je suis là, où est la démocratie? Aujourd'hui il est en prison, je crois que ça veut dire que la démocratie hongkongaise aujourd'hui est derrière les barreaux. 20 ans de prison pour Jimmy Lai, je crois que la peine date d'il y a quelques mois. C'est la peine la plus lourde jamais infligée depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale. Pourquoi Jimmy Lai spécifiquement? Parce que c'est l'ennemi public numéro 1 et il incarne tout ce que les Chinois détestent. Jimmy Lai, il n'est pas hongkongais, il est chinois, il est né en Chine continentale. Il a fui le régime communiste lorsqu'il était enfant, caché dans une jungle qu'il a traversé entre la Chine continentale et Hong Kong. Parce qu'Hong Kong était précisément un Eldorado démocratique. Exactement, Hong Kong était un Eldorado. Il raconte une histoire, on ne sait pas si c'est sa légende, mais que dans une gare, il portait les affaires de quelqu'un en Chine et il lui avait donné un carré de chocolat. Et il connaissait pas, il lui a dit mais qu'est-ce que c'est quoi? Il lui dit c'est du chocolat, ça vient de Hong Kong, et donc il s'est dit qu'il fallait aller à Hong Kong. Il a fait fortune, il a bâti un empire et il s'est toujours attaqué très frontalement à Pékin. Il dit que sa prise de conscience c'est le massacre de la place Tiananmen en 89 et il a décidé de mettre sa fortune au service de la presse. Il a fondé le groupe Next Digital, dont la figure de proue était le journal Apple Daily. Et il était, c'est ce que dit Thibault, moi je l'ai croisé plusieurs fois, il était dans le cortège des manifestants en première ligne. C'était vraiment un activiste de terrain au-delà d'être un milliardaire. Et c'est son fils que l'on voit derrière vous, Antoine, qui habite à Londres. Oui, qui vit entre Londres et Taïwan. Et qui se bat pour la libération de son père. Thibault, là-dessus. Oui, je voudrais dire que c'est important pour les téléspectateurs de comprendre que Apple Daily, c'est un tabloïd, c'est un journal populaire. Et la crainte qu'avait Pékin, et qu'a toujours Pékin, je crois, à l'égard de Jimmy Lai, c'est de voir à quel point il est populaire. Il a des ressources, c'est un milliardaire, il a fait fortune, c'est une success story hongkongaise. Il a mis cet argent à profit et au profit de la démocratie hongkongaise, et il a gagné le cœur des Hongkongais à certains égards. Les derniers numéros du Apple Daily sont devenus des objets de collection. C'est des millions de personnes qui ont fait la queue dans les kiosques pour l'avoir. Donc je pense que c'est une force puissante et pas du tout minoritaire dans la vie publique hongkongaise, et c'est pour ça qu'il en paye le prix fort. Le but de Pékin, c'est de faire un exemple. Cet homme de 78 ans, je lui souhaite d'être libéré le plus rapidement possible, mais si rien n'est fait, ce sera comme Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, qui est mort en prison. Il faut absolument empêcher qu'une situation comme ça se reproduise. Donc on l'a dit, il a 78 ans, 20 ans de prison, c'est le risque bien sûr de mourir en détention, sachant qu'il a la nationalité britannique, il aurait pu partir, et c'est là, et dans le film vous faites aussi des parallèles, en tout cas certains de vos intervenants le font, on pense à Alexei Navalny, qui alors était parti mais est revenu, il fait partie de ces gens-là qui considèrent que la lutte, on ne peut la mener que quand on est à l'endroit. Exactement, et c'est ce qu'il dit, et il utilisait beaucoup de métaphores, et il disait aussi qu'il était un capitaine de navire et que quand un bateau coule, on n'abandonne pas son bateau. Et puis il disait aussi, mais dans l'une de ses dernières interviews avant d'être envoyé en prison, il disait aussi, mais de quoi j'aurais l'air, moi, après toutes ces années, à défendre la démocratie, alors qu'aujourd'hui, les rédacteurs en chef de mon journal, pour certains, sont en prison, et moi je m'en vais parce que je peux le faire, mais non. Ma place est à Hong Kong, et il disait aussi, c'est Hong Kong qui m'a tout donné, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, je le dois à Hong Kong, et au statut spécial qu'avait Hong Kong, et donc je resterai jusqu'au bout. Et ce que Pékin a mis derrière les barreaux, c'est un homme, mais c'est aussi ses idées. Et voilà. Et c'est pour ça que chez RSF, l'été dernier, vous avez fait revivre le Apple Daily, vous avez fait un numéro en exil d'une certaine façon. Un numéro en exil avec évidemment l'accord d'une partie des anciens collaborateurs de Jimmy Lai qui nous ont offert des contributions. Donc on a publié un journal papier. Alors on n'a pas pu le diffuser à Hong Kong, mais on l'a diffusé notamment devant les abords de Parlement à Paris, à Londres, à Washington, devant l'ambassade de Chine, pour sensibiliser. Parce que ce journal qui était essentiel à la vie des Hongkongais n'est plus là, mais son idéal est encore vivant, et je crois qu'il nous impose. C'est à nous de porter ce flambeau aussi en soutien des Hongkongais. Ah, c'est là que ça nous ramène à la visite de Donald Trump en Chine. On imagine
mal, enfin, on ne sait pas ce qu'il se dit derrière le secret des portes, mais que le président Trump évoque la question des droits de l'homme au sens large à Hong Kong. En revanche, il s'est saisi du sort de Jimmy Lai. Pourquoi lui et qu'est-ce qu'il peut dire au président Xi qui pourrait permettre une éventuelle libération? Pourquoi lui? Déjà parce que Jimmy Lai est un fervent supporter de Donald Trump. C'est un catholique, il plaît à une frange de l'électorat américain, et c'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains jeunes activistes hongkongais. C'était ses penchants pour le Trumpisme. C'est pas la première fois que Donald Trump dit publiquement qu'il va s'emparer du cas de Jimmy Lai. Alors il dit beaucoup de choses, Donald Trump, mais il a dit qu'il le sortirait de prison. Et là encore lundi, il a dit qu'il aborderait son cas directement avec Xi Jinping. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On parlait tout à l'heure de Liu Xiaobo. Les Américains n'avaient pas sorti Liu Xiaobo de prison, qui était prix Nobel de la paix. Jimmy Lai, c'est vraiment l'exemple. J'espère me tromper, mais j'imagine mal les Chinois faire des concessions sur ce terrain-là aux Américains. Thibaut Breton. Faut dire aussi que le fait que Donald Trump parle de Jimmy Lai, ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu courtiser pour un grand nombre de soutiens de Jimmy Lai Donald Trump, le briefer. Je suis tout à fait scandalisé par les propos qu'il a tenus il y a quelques jours, dans lesquels il a comparé Jimmy Lai à James Comey, le patron du FBI que Donald Trump persécute et déteste. Il a aussi dit qu'il était un troublemaker, quelqu'un qui causait des soucis à la Chine. Je pense qu'il faut que M. Trump consacre son énergie de façon efficace à la libération de Jimmy Lai. J'ai parfois le sentiment qu'avec des amis de la liberté de la presse comme M. Trump, on n'a pas besoin d'ennemis. Oui, il y a une forme d'ironie à voir un président américain dont on connaît les relations avec la presse libre aller donner des leçons en liberté de la presse au président chinois. Oui, j'appartiens à une organisation qui est pragmatique. On va chercher les leviers là où ils sont. Ce qui compte, c'est qu'ils sortent de prison le plus rapidement possible. Il faut reconnaître aussi que Trump est aujourd'hui dans une position politique qui n'est pas forcément extrêmement favorable dans la négociation économique avec la Chine. Mais il a quand même une forme de capacité de discours direct qui est beaucoup plus forte que celle de M. Starmer, par exemple, qui nous a beaucoup déçus, qu'on avait briefé également, le Premier ministre britannique. Il n'a pas manifestement abordé publiquement le cas de Jimmy Lai. Il l'a peut-être fait en privé. On n'a aucun retour sur cette conversation et c'est extrêmement décevant. Il y a un troisième recours pour Jimmy Lai qui est important, qui est le pape. Et je crois qu'il faut saluer d'ailleurs le travail du Vatican ces dernières années par tout un travail doctrinal, mais aussi une diplomatie parallèle, je dirais, au service du journalisme. Et Jimmy Lai, Antoine le disait, est un fervent catholique. Il est d'ailleurs soutenu de façon très visible par le clergé de Hong Kong qui participe, qui assiste aux audiences des procès passés. Et donc là, il y a peut-être une carte à jouer aussi à cette occasion-là. Antoine, là-dessus Oui, je rebondis là-dessus. Il paraît qu'en prison, donc Jimmy Lai, il est en détention à l'isolement et qu'il passe ses journées à dessiner la Vierge Marie, des représentations du Christ, et qu'il s'est réfugié encore plus qu'il ne l'était déjà dans la religion. La communauté catholique chinoise étant restreinte. Alors en plus, Pékin ne reconnaît pas les évêques nommés par le Vatican. Pékin nomme ses propres évêques. Donc c'est un autre débat. Mais oui, voilà les leviers. On pourrait aussi parler de la France. Jimmy Lai est un amoureux de la France, de la culture française. Il a même, je crois, l'ordre du mérite. Il connaissait très bien Jacques Chirac. On se dit que la France, l'Union européenne aussi pourrait faire quelque chose. Alors cette journaliste du Apple Daily qui raconte à quel point effectivement elle a assisté donc au jour où les policiers hongkongais sont venus arrêter une partie de la rédaction et puis la fermeture de son journal. Elle évoque, et c'est vrai qu'avant même qu'elle l'évoque, on l'a tous en tête en regardant le film 1984 de George Orwell, et c'est ce que vous racontiez un peu tout à l'heure Thibaut. Il y a, et un de vos intervenants le raconte, il dit c'est comme quand vous jouez à pierre-feuille-ciseaux, mais que la personne avec qui vous jouez change les règles tous les jours sans vraiment vous dire que les règles ont changé. En fait, c'est quasiment impossible de s'adapter en temps réel à des règles qui ne sont pas forcément dites de façon explicite, de la délation partout, une forme d'autocensure aussi qui s'installe petit à petit et une réécriture de l'histoire. Et on revient à la comparaison avec la Russie de Vladimir Poutine. On va regarder un nouvel extrait du film.
les écoles, les élèves assistent désormais à la levée du drapeau chinois au son de l'hymne national. Une cérémonie matinale obligatoire à laquelle j'avais été convié lors de mon dernier séjour dans la ville. Nous sommes chinois. C'est pour ça que tous les élèves doivent savoir comment lever notre drapeau et chanter l'hymne national. Pour rééduquer la jeunesse, les autorités ont lancé une grande refonte des programmes scolaires. La réforme qui avait été contestée par les étudiants en 2012 est aujourd'hui adoptée. En classe, le mandarin parlé dans le reste de la Chine remplace peu à peu le cantonais, la langue de Hong Kong. Et une nouvelle matière a fait son apparition, l'éducation patriotique. Je les aide à devenir de bons citoyens, pour qu'ils puissent ainsi aimer Hong Kong et aimer la Chine. Cette institutrice récite le discours officiel. Mais tous ne se sont pas rangés du côté des autorités. Plus de 12 000 professeurs ont préféré démissionner ces 5 dernières années. C'est le cas de cet homme. Il ne souhaite pas montrer son visage car il craint d'être arrêté pour avoir parlé avec un média étranger. Il y a désormais un climat de peur dans les salles de classe, dans les écoles ou sur les campus. Par exemple, si vous avez une classe de 30 élèves, vous ne connaissez pas leur milieu familial ou leurs affinités politiques. Donc, si vous dites quelque chose que ces élèves pourraient interpréter comme une critique du gouvernement, ils pourraient le rapporter à leurs parents, qui pourraient alors se plaindre auprès du gouvernement ou de l'école. Les enseignants peuvent être arrêtés, ou du moins perdre leur emploi, comme cela m'est arrivé. Ce professeur a enseigné l'histoire pendant plus de 30 ans avec une grande liberté académique, jusqu'à la reprise en main par Pékin. Comme c'est le cas dans le reste du pays, les autorités ont effacé dans les livres les chapitres les plus noirs de l'histoire de Chine. Et désormais, même le passé de Hong Kong est réécrit. Qu'est-ce que les jeunes hongkongais apprennent de l'histoire d'Hong Kong aujourd'hui à l'école ? Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. En tout cas, On explique aux élèves qu'Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. C'est un député hongkongais pro-chinois, évidemment, qui a dit ça. Et voilà, et les Hongkongais s'en sont emparés, le milieu de l'éducation. Et voilà, alors ce que raconte ce professeur, là, dont on vient de voir un extrait, c'est que... il a du mal à l'expliquer, mais il dit, est-ce que c'est pas le narratif de dire que la Chine a toujours été forte, et donc un pays fort, évidemment, n'a pas été soumis à un régime colonial. Donc voilà, on efface ça de l'histoire, mais c'est ce qui se passe en Chine. On efface le chapitre sur Tiananmen 1989, sur la révolution culturelle, sur les millions de morts du grand bond en avant sous Mao. On réécrit l'histoire exactement comme on le fait en Chine continentale. Quelle capacité de résistance se trouve encore dans cette société écrasée par cette loi sur la sécurité nationale ? Ce récit-là, il existe encore dans les mémoires, bien sûr. Le récit, la réalité. Il reste encore un tout petit espace, et c'est cet espace-là qui convient de préserver au maximum. Je pense notamment à des médias indépendants qui sont toujours en train d'essayer de tutoyer la ligne rouge, savent la valeur d'une presse libre et qui continuent à agir de façon très très courageuse. Il y a aussi tous les activistes qui sont désormais en exil, et l'exil c'est une souffrance, c'est une douleur. Et je pense enfin, il y a tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont aujourd'hui dans une situation où on essaie de taire même leur existence ou leur histoire. Et on parlait de Jimmy Lai, mais Jimmy Lai, non seulement son média a été démantelé, mais aussi des collaborateurs de son journal ont été persécutés judiciairement, se sont retrouvés en prison aussi. Donc c'est l'ensemble en fait de la société civile constituée, je dirais, qui a été détricoté. Donc je pense que on doit quelque chose à Hong Kong.
Mais moi, ma préoccupation aussi, elle est de faire comprendre que le scénario hongkongais, il peut se reproduire ailleurs. Il peut notamment se reproduire à Taïwan, qui n'a pas du tout le même statut. C'est pas une zone autonome ou une zone administrative spéciale. C'est une autre entité politique. Mais la pression que met actuellement la République populaire de Chine laisse penser que les mêmes méthodes pourraient s'appliquer. Notamment, par exemple, cette attraction des milieux d'affaires pour la stabilité que promet la République populaire de Chine. Eh bien, justement, les milieux d'affaires, est-ce que les règles qui régissent le business aujourd'hui à Hong Kong ne sont pas les derniers reliquats de ce statut, un pays de système établi à l'occasion de la rétrocession, et ce qui fait de ce territoire un endroit très schizophrénique d'une certaine façon? Exactement. Et d'ailleurs, l'état de droit, ça me fait mal de le dire, mais l'état de droit est toujours respecté à Hong Kong. C'est ce que dit l'un de nos intervenants dans le documentaire, à partir du moment où on ne parle pas de politique ou de sujets qui fâchent la Chine. Mais sinon, il y a toujours une justice indépendante. Encore une fois, quand il ne s'agit pas de cas qui embêtent Pékin. Mais sinon, voilà. Et le milieu des affaires. Alors, Hong Kong, la croissance redémarre et Hong Kong avait perdu, après les manifestations, son statut de place financière numéro 1 en Asie, un petit peu au profit de Singapour. On avait vu beaucoup d'hommes d'affaires et d'entreprises partir. Donald Trump, encore lui, juste après la loi sur la sécurité nationale, avait retiré le statut spécial économique de Hong Kong, et il traite désormais Hong Kong comme la Chine. Ça avait fait beaucoup de mal à Hong Kong, mais on peut toujours faire des affaires avec Hong Kong. Hong Kong reste cette porte d'entrée pour les capitaux étrangers vers la Chine et la sortie des capitaux chinois vers l'étranger. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le statut de Hong Kong est préservé. Et puis une terre de tourisme. En préparant cette émission, je voyais ces chiffres. Le tourisme au mois de mars, 4 350 000 visiteurs, des chiffres en hausse. Donc c'est un territoire qui continue d'attirer, et on en vient aussi à cette situation un peu schizophrénique pour les visiteurs étrangers. Je ne suis pas sûre que tous les observateurs étrangers sachent vraiment la chape de plomb qui est tombée sur Hong Kong. Pourtant, y aller, c'est cautionner, au fond, ce qui s'y passe. Moi, je tiendrais à nuancer quand même sur la place boursière. Enfin, la République populaire de Chine fait tout pour diminuer l'importance de la place boursière de Hong Kong. Elle a d'ailleurs octroyé bien d'autres avantages à d'autres places boursières au sein de la République populaire. Et je pense que ceux qui font le pari de Hong Kong aujourd'hui, en tout cas du Hong Kong que veut Pékin, vont faire de très mauvaises affaires. D'ailleurs, si on regarde l'importance qu'a la liberté de la presse dans cette partie du monde, je veux dire, le STRAS n'existait pas avant d'arriver à Hong Kong. C'est qu'à Hong Kong qu'il y avait une presse libre et on a pu découvrir qu'il y avait ce virus. Donc je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de comprendre que préserver Hong Kong ou garantir au maximum ce qui peut l'être à Hong Kong en termes de liberté publique, c'est la garantie d'avoir évidemment une société démocratique, mais aussi des affaires qui tournent. Là aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une fuite en avant qui ne va pas aller vers des investissements sûrs. Et le président Xi ne montre aucun signe d'inflexion à ce stade. Non. Et la situation n'évoluera pas à Hong Kong tant que Xi Jinping est au pouvoir. Mais on le sait, c'est un... Sachant qu'il peut rester au pouvoir jusqu'en... Voilà, il a changé la Constitution. Voilà. Donc là, il est désormais dans son 3e terme. Avant, c'était limité à 2 mandats. On ne sait pas... voilà, il peut dans les faits être président à vie. C'est un jusqu'au-boutiste et c'est un personnage inflexible. Il n'a jamais cédé. Donc on imagine mal ce que je disais tout à l'heure, céder face à Donald Trump. Un dernier mot, Antoine, parce qu'on l'a dit rapidement, c'est important de le rappeler. Il y a des journalistes étrangers qui travaillent encore aujourd'hui en Chine. Là encore, il faut savoir flirter avec la ligne rouge, sinon le couperet peut tomber. Vous disiez tout à l'heure que vos confrères à France Télévisions avaient été indirectement menacés parce que ce film existe. Les intervenants dans votre film, dont certains sont en exil, mais pas tous, prennent beaucoup de risques pour vous raconter leurs combats, leurs espoirs. Mais c'est grâce à eux qu'on parvient à raconter cette histoire aujourd'hui. Bien sûr, et ils prennent évidemment des risques considérables, mais ils les connaissent, ils les ont mesurés. Certaines personnes, après mon expulsion, ont décidé de ne plus apparaître dans le documentaire parce qu'elles estimaient qu'elles s'exposaient beaucoup trop, alors qu'elles étaient d'accord pour parler. Ceux qui le font, et qui plus est à visage découvert, prennent des risques.
oui, mais c'est un acte militant. Et ce que me disait notamment la libraire qu'on a interrogée, qui elle aussi sait qu'elle est en sursis, elle dit mais en fait, tant qu'on n'est pas venu m'arrêter, je continuerai à dire ce que je pense, parce que ce que je pense, ma liberté de penser, c'est la dernière chose qu'il me reste. Le journalisme ne devrait pas être un crime, Thibault Brutin, en Chine, à Hong Kong, comme ailleurs. Oui, et puis on voit bien que le modèle de répression hongkongais, c'est un modèle qui peut s'étendre facilement. Le classement mondial de la liberté de la presse, qui a été publié par RSF à l'occasion du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, il est très clair. Il montre que non seulement il y a un déclin de la liberté de la presse, mais qu'il y a une instrumentalisation des lois de sécurité nationale, de toutes les labellisations en tant qu'agent de l'étranger, pour essayer d'amoindrir, de diminuer l'espace pour le journalisme. Là, on parle d'un système autoritaire, mais les craintes existent aussi, y compris dans les grandes démocraties. On évoquait les États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. Absolument. Et je crois que là-dessus, nous avons un équilibre à trouver entre, évidemment, crier au loup, mais aussi dire la réalité des menaces. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de bascule où le journalisme, en tant que force centrale dans le débat public, est en train de s'éroder. Et il faut absolument à la fois garder ce socle éthique, déontologique, ce travail d'intérêt général, garantir le financement, notamment des médias de service public qui travaillent à travers l'Europe, et puis rappeler à nos concitoyens à quoi sert le journalisme, qu'est-ce qu'il peut pour les sociétés. L'exemple hongkongais devrait, je crois, rappeler son importance. Oui, il ne s'agit pas de défendre des confrères, mais un bien public. Merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin sur ce plateau. Antoine Védéier, Hong Kong ne répond plus, à voir à partir de demain sur le site de France Télé et dimanche à 21h05 sur France 5. Thibault Brutin, merci beaucoup d'être venu ce matin, directeur général de Reporters sans frontières. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 millions مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2 milliards 600 millions de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية. Verificada e independiente. شكرا. Merci. Thank you. Gracias. Merci pour votre confiance.